Bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour cette conférence de presse du marché immobilier francilien qui portera sur le deuxième trimestre 2025 et que nous abordons donc aujourd'hui avec mes confrères qui traiteront de la petite couronne, de Paris, de la grande couronne et pour ma part, quelques propos introductifs sur le marché dans son ensemble en Île-de-France. Alors qu'en est-il ? Un titre peut-être pas très heureux, mais qui concrétise l'actualité brûlante de la veille et certainement de demain. Nous avons tous constaté des volumes de vente qui peinent à progresser, des prix qui se stabilisent et peut-être un rythme qui devrait désormais être celui d'une nouvelle norme. On avait bien constaté un rebond en ce premier trimestre 2025. Les plus optimistes parlaient de reprise. Les notaires du Grand Paris, à l'unisson, s'inquiétaient de ce que les prix ne baissaient pas suffisamment pour donner des couleurs au marché immobilier et on avait bien insisté sur sa fragilité. Ce sont moins de 120 000 transactions qui ont été enregistrées sur ces 12 derniers mois en Île-de-France. C'est donc une hausse que l'on peut qualifier de timide concernant ces volumes de vente de logements anciens en Île-de-France, affichant un plus 5%. Ce chiffre demeure bien insuffisant pour couvrir les besoins en logement des Franciliens. Ces Franciliens qui souffrent avant tout d'un marché restreint. Rappelons que le neuf est à l'arrêt depuis plus de 2 ans, et que le contexte politique, notamment des échéances électorales, ne favorisera pas l'instruction de nouveaux permis de construire, donc des dossiers évidemment non instruits. Ces Franciliens se voient contraints de se retourner vers quoi ? Vers le marché dit locatif, avec des prix, on l'a dit, qui peinent à baisser. Mais ils n'arrivent pas à se loger, notamment sur ce marché locatif. D'abord, on l'a dit, manque de logements neufs, des taux de rotation qui se sont allongés avec le temps, le locataire ne prend pas le risque de s'en aller, et le bailleur est frileux. Il demande plus de garanties, il se voit assailli par un nombre de demandes vraiment débordant. Quelques articles ont été écrits en ce sens. On a donc des Franciliens qui sont soumis à un marché immobilier et monétaire défavorable à une baisse du taux d'intérêt et donc à des instructions de dossiers bancaires qui redeviennent exigeants, avec des prises de garantie hypothécaires sur des prêts relais, avec des exigences d'apport toujours plus importantes, on dépasse les 20%. Force est de constater que l'effet JO n'a pas eu lieu, que la présence des acquéreurs étrangers paradoxalement élevé en raison d'un pur effet mathématique dont mon confrère Charles Flaubert vous parlera tout à l'heure, tout cela ne contribue pas à une baisse prononcée des prix, même si, notamment les étrangers, négocient davantage. Et le contexte économique et politique ne fait qu'inquiéter le potentiel acheteur qui préférera se reporter sur d'autres marchés, pourquoi pas le marché financier, ou alors tout simplement suspendre son projet. Côté vendeur, à la vente qui avait souvent lieu sous la contrainte, on parlait des 4 D, dette, divorce, décès, DPE, il lui préférera le système D. Malheureusement, c'est ce que l'on constate auprès de nos offices. Quel est ce système D ? D'abord, rester en indivision. Rester en indivision, le temps de voir. Pour les ménages les plus aisés, on préférera payer la taxe sur les logements vacants, tout en évitant soigneusement de mettre en location, la location contraignante, complexifiée législativement et surtout fiscalement impactante. Côté séparation, le D du divorce, eh bien, le système D est un peu triste parce que le mal logé, pour le coup, voit son temps s'appliquer. On essaiera d'éviter des droits de mutation à titre gratuit tels que lors de la dissolution d'un PACS ou lors d'un divorce à la fin de son mariage pour préférer aménager un 3 pièces en 2 studios. Un an plus tôt, à la même période, nous soulevions le fait que le poids anxiogène du fauteuil vide, laissé après la dissolution de l'Assemblée nationale, la crainte des JO et le contexte géopolitique avaient fait fuir les acheteurs du marché immobilier, au risque de voir le mal logement s'installer de façon durable et inquiétante. Je crois pouvoir dire qu'on y est. Alors même que le premier trimestre 2025 avait fait ressentir ce léger frémissement dont on parlait sur le marché immobilier. Ce sont 28 740 ventes de logements anciens enregistrées en Île-de-France en ce deuxième trimestre, une progression de 3% en un an, autant dire à niveau faible. Et cette tendance est confirmée au niveau national, 906 000 transactions enregistrées à fin juin 2025 sur l'ensemble du territoire. Pour ce deuxième trimestre, nous pouvons constater 2 éléments déterminants.
une certaine hétérogénéité par département et par segment de marché, appartement, maison. Ce qui rend l'exercice un peu plus difficile pour une lecture dans le futur. On marchera sur la pointe des pieds pour vous faire une analyse détaillée. Les prix qui ne progressent pas, mais qui ne décrochent pas non plus de façon sensible. Même si, saisonnalité oblige, on a constaté une légère augmentation qui devrait se constater d'ici octobre 2025. Nous demeurons donc encore une fois très prudents quant à l'analyse de ce marché, car il est à l'image des retours que nous nous sommes faits, nous les confrères, à l'occasion d'une tour de table, des prix qui ne nous semblent pas augmenter significativement, contrairement à ce qu'on aurait pu entendre, des volumes toujours très faibles et souvent comparables malheureusement à ceux de 2009, et une crainte dans l'avenir qui est forcément peu motrice à encourager l'accession immobilière, donc un marché du logement tendu, notamment dans le secteur locatif. Après ces premiers propos introductifs, parlons chiffres et la première analyse sur les chiffres en Île-de-France et ce marché du logement. Alors l'activité, comme vous pouvez le voir, est historiquement faible, inférieure de 14% à celle du deuxième trimestre 2023. Elle affiche un plus 3% au T2 2025 en un an, mais évidemment, quand on part de très faible, la progression de 3% s'ensuit. Proche d'un niveau de 2009 et de fin 2012, il faut reconnaître que le volume des transactions avait certes en un an progressé de 26%, à quelle occasion? Au premier trimestre 2025, et avait chuté de 7% en 2 ans sur la même période. On retrouve donc en ce deuxième trimestre 2025 des chiffres très proches du quatrième trimestre 2024, ce qui nous laisse à penser que ce serait désormais sur un volume poussif que le marché immobilier francilien s'orienterait, et que si certains avaient vu au premier trimestre 2025 une reprise, d'autres, comme les notaires du Grand Paris, avaient davantage perçu un rebond principalement dû à l'augmentation des droits de mutation à titre onéreux. Disons-le, dans certains départements, cela a évidemment anticipé les délais de réalisation des promesses de vente. Au niveau des volumes, qu'en est-il? Au même trimestre 2009, les volumes étaient au plus bas historiquement, et lorsque l'on regarde ce graphe, il apparaît très clairement que les 117 930 transactions enregistrées ces 12 derniers mois ne suffisent pas à rassurer. Plus 5% de volume de vente du logement ancien en Île-de-France en un an, ce n'est que 5 000 ventes de plus qui ont permis d'obtenir ce chiffre. Depuis la fin de l'été 2022, la crise est apparue présente, ancrée, avec dans un premier temps des baisses de prix significatives. Et en ce deuxième trimestre 2025, face à une tension certaine, on l'a dit, du marché, qui est due au manque de produits à vendre et au manque de produits à louer, eh bien, on se retrouve avec des prix qui peuvent un tout petit peu se stabiliser, voire même progresser, on l'a expliqué tout à l'heure. Alors pourquoi le marché locatif est-il compliqué? D'abord, il y a un désintérêt de l'investisseur privé qui a été désabusé par des contraintes juridiques, qui est complètement perdu, on le voit nous dans nos études, par les réformes énergétiques, et puis, disons-le, qui est pénalisé fiscalement, donc qui n'a pas envie de mettre son bien en location. En un an, en ce deuxième trimestre 2025, on observe une stabilité du prix Île-de-France, moins 0,2%, on ne peut pas dire que ce soit significatif. Plus précisément, les appartements. Au deuxième trimestre, peu d'évolutions sont à relever, que ce soit sur les prix des appartements anciens en Île-de-France ou en volume de vente. C'est un marché stable, avec un faible niveau d'activité, alors même qu'il était déjà en fort repli depuis 2 ans, notons le moins 16%. Le volume trimestriel des ventes d'appartements stagne à son plus bas niveau depuis 2010, alors même que le parc avait augmenté, puisque les objectifs donnés étaient de 70 000 nouveaux logements par an, et on porte à 82 990 ventes d'appartements anciens Île-de-France entre le troisième trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025. Les prix, quant à eux, même constat, ne varient quasiment pas, plus 0,1% en un an. C'est donc la concrétisation bien plus inquiétante qu'un simple constat financier du marché immobilier. Le mal logé vient s'imposer comme une évidence, faute de mieux, c'est-à-dire faute de pouvoir accéder au logement par la propriété ou par la location. C'est ainsi que se développent d'autres modes d'occupation tels que le co-living, l'indivision forcée dont on a parlé, ou encore le réaménagement de locaux. À venir.
Face à un marché tendu, dépourvu de logements, on l'a dit, à louer ou à acheter, et à un effet saisonnier, on peut dire que les prix des appartements anciens Île-de-France pourraient laisser place à une hausse, certes modérée, mais une hausse des prix à octobre 2025. Il s'afficherait à 6 260 € mètre carré. Rappelons qu'au deuxième trimestre 2025, il s'affichait à 6 100 €. Ce serait une augmentation de 1,9% en un an, à corréler avec le chiffre de l'inflation qui était de 1,5% en juillet 2025. Encore une fois, on peut parler peut-être de stabilité plutôt que de progression. Une autre explication pourrait être donnée par le cumul de deux circonstances économiques concordantes. Au même moment, on l'a dit, les droits de mutation à titre onéreux ont pu augmenter dans certains départements et donc les dossiers de crédit à cette occasion ont été facilités, autrement dit accélérés, et notamment les taux d'intérêt qui restaient mesurés puisqu'ils avoisinaient les 3% sans pour autant systématiquement les dépasser sur des crédits longs. Dans cette hypothèse, peut-être que l'effort de trésorerie aurait donné lieu moins à négociations sur les prix et peut-être cette petite augmentation constatée. Si les taux d'intérêt, en revanche, devaient être revus à la hausse, on pourrait penser que les prix seraient très vite ralentis dans leur progression et que le circuit, malheureusement, se gripperait à nouveau. Les maisons. Contrairement au marché de l'appartement, celui de la maison ancienne en Île-de-France semble confirmer le rebond enregistré au premier trimestre 2025 en matière de volume de vente, un plus 12% d'activité en un an au deuxième trimestre. Ce sont 34 950 transactions enregistrées sur les 12 derniers mois, du troisième trimestre 2024 au deuxième trimestre 2025, soit une hausse de 8%. Pourtant, le ressenti des confrères est très différent selon le département dans lequel ils exercent. En effet, il faut tout de même limiter l'impact de ce chiffre par comparaison au nombre de transactions recensées 2 ans auparavant au même trimestre, qui était déjà en baisse, moins 9% de volume de transactions pour les maisons anciennes en Île-de-France, entre le deuxième trimestre 2025 et le deuxième trimestre 2023. Encore une fois, nous sommes sur des volumes très faibles qui sont assimilables à ceux du deuxième trimestre 2009. Cette hausse de volume peut s'expliquer par deux facteurs, on l'a dit, des chiffres très faibles, donc la moindre transaction vient tout à fait enregistrer une progression, donc une hausse, et des prix qui restent stables, moins 0,8%, impactant peu ou moins le pouvoir d'achat. Qu'en sera-t-il à octobre 2025 ? Grâce à nos indicateurs avancés, les prévisions devraient se confirmer pour une hausse des prix de près de 3% octobre prochain. Et suivant le mouvement des appartements, le prix des maisons anciennes en Île-de-France s'afficherait toujours à octobre 25 à 340 300 €. Au deuxième trimestre, on l'a dit, il s'affichait à 324 600 €. Ce sont donc les vendeurs des maisons, produits plus rares, qui ne céderaient pas à la négociation malgré un volume de transactions enregistrées, disons-le, faible. Alors, est-ce que ce constat est identique sur Paris et Petite Couronne ? Je me permets de céder la parole à mon confrère Charles Faubert qui va en traiter. Bonjour à tous, merci Élodie. Nous allons donc parler à présent effectivement du marché immobilier à Paris et en Petite Couronne. Donc tout d'abord pour Paris. Nous parlons pour commencer du volume des ventes et des prix. Donc le nombre d'appartements anciens vendus a baissé de 12% entre le deuxième trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025. On observe donc à nouveau un marché qui est faible en volume. Par rapport au deuxième trimestre 2023, vous pouvez donc constater une baisse de 19%. On se positionne avec environ 26 000 ventes sur les 12 derniers mois. Les volumes restent donc bas et on se retrouve à des marchés en réalité au niveau 2009 ou 2013. Donc on est vraiment à un étiage particulièrement bas, un marché bas, 26 000 ventes annuelles, c'est très peu. Pour les prix, la variation trimestrielle des prix au deuxième trimestre 2025, on est à moins 0,8%, corrigé des variations saisonnières, et une variation annuelle de plus 0,2%, soit un prix au deuxième trimestre 2025 pour les appartements à Paris qui se positionne à 9 490 € le mètre carré. Le plus haut ayant été, Élodie, au troisième trimestre 2020, on était à un petit peu moins de 11 000 €, au plus haut à 10 890 €.
au plus haut, donc un marché faible en volume et avec des prix qui ont baissé significativement. Pour l'évolution future, donc là on parle du futur qui est établi sur la base des avant-contrats, les prix des appartements pourraient légèrement augmenter en octobre 2025 et on se positionnerait à 9 650 € le mètre carré avec une évolution sur un an légèrement positive à plus 1,8%. Nous pouvons donc maintenant passer au prix au mètre carré par arrondissement. Donc vous avez sur la gauche pour nous, vous avez donc le prix par arrondissement et sur la droite les évolutions des prix par arrondissement. Donc de nouveau, 10 arrondissements sont à plus de 9 000 € le mètre carré. L'arrondissement au prix le plus bas, au plus abordable, est le 19e qui se situe à 7 430 € le mètre carré. Et l'arrondissement le plus cher est le 7e à 13 310 € le mètre carré. Une différence donc relativement forte toujours entre l'arrondissement le plus cher, le 6e, et le plus abordable, le 19e. À noter, alors ça apparaît pas sur ces chiffres, mais vous aimez toujours bien, c'est toujours utile d'avoir les quartiers. On aime bien parler effectivement des quartiers. Le quartier le plus abordable de Paris, c'est le 19e. Quartier Pont de Flandre, donc dans le 19e, un quartier qui se positionne à 6 510 € le mètre carré. 6 510 € le mètre carré. Le quartier le plus cher, il se situe dans le 7e, c'est le quartier Saint-Thomas-d'Aquin, qui lui se positionne à 15 090 € le mètre carré. Nous pouvons donc à droite parler rapidement de l'évolution annuelle des prix. Donc là, c'est assez contrasté en fonction des arrondissements. À noter que l'arrondissement le plus en baisse, c'est l'arrondissement central, donc Paris-Centre, comme vous le savez, qui correspond au regroupement des arrondissements anciennement 1, 2, 3, 4. Et on a une baisse de moins 6,7%. Ce qui est assez parlant, et c'est assez rare qu'on le voit autant, c'est que les quartiers préférés, enfin les arrondissements préférés de notre clientèle étrangère, que ce soit Centrale 6-7, sont dans le rouge ou le rosé. Ça veut dire qu'ils ne sont plus là? Alors, ils sont toujours là et on a même une proportion, on en parlait ensemble, qui a augmenté dans tous ces arrondissements et même en petite couronne et en grande couronne, la proportion des étrangers augmente dans les ventes. On peut considérer que si cette proportion augmente, c'est parce qu'en réalité, on a toujours des étrangers qui sont acquéreurs. Alors, ce n'est pas la même clientèle étrangère pour Paris, surtout les arrondissements centraux, ou alors pour la petite ou la grande couronne, mais on a toujours une appétence des étrangers pour le marché immobilier, mais en revanche, on a moins de Français. Et donc, comme on a moins de Français qui achètent, pour les raisons dont tu as parlé au début de ton exposé, la proportion d'étrangers vient augmenter, même si effectivement le marché est difficile, on a un peu plus d'étrangers parce qu'on a peut-être beaucoup moins de Français, tout simplement. Voilà. Pour la petite couronne, maintenant, nous pouvons passer en petite couronne. Voilà, en termes de volume pour les appartements anciens. Donc nous sommes en légère hausse de 4% entre le deuxième trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025, mais en baisse par rapport au deuxième trimestre 2023, comme vous pouvez le voir, de 14%. Les volumes surprennent surtout dans le Val-de-Marne, département où j'exerce, avec une reprise qui est peut-être plus significative, on la voit. Simplement, alors on en parlait en préparant cette conférence de presse, la reprise dans tous les cas dans le Val-de-Marne est sûrement due au moins pour partie, ou en grande partie à l'augmentation des droits de mutation qui s'est opérée, comme vous le savez, au 1er mai 2025. Donc ça a un petit peu faussé le marché. Il faudra voir lors des prochaines conférences de presse, mais il s'agit probablement d'un rebond qui est causé en grande partie par cette augmentation des droits de mutation au 1er mai 2025 et donc des clients qui ont voulu anticiper leur achat et donc signer avant la hausse des taxes. Voilà. Sur la droite, en termes de maisons, là aussi on a des volumes qui se reprennent, plus 7% par rapport, entre le deuxième trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025, une baisse là de 10% par rapport au deuxième trimestre 2023. Donc un marché qui se reprend, mais avec des volumes qui restent tout de même bas. La reprise, elle est forte là aussi dans le Val-de-Marne, toujours pour la même cause. Donc on a là aussi un marché qui se reprend, mais qui reste en baisse par rapport au deuxième trimestre 2023 en volume. En matière d'évolution du prix des appartements, maintenant, donc le prix des appartements anciens est stable.
On est à 0,3%, Elodie, donc c'est sur des prix qui sont stables en un an et qui se placent à 4 890 €, comme vous pouvez le voir en petite couronne. Les prix sont stables dans tous les départements, 0,1, 0,1 et 0,8. Donc vous voyez qu'on a une stabilité des prix. Pour l'évolution future du prix des appartements, d'après nos indicateurs avancés, une légère hausse devrait s'amorcer, un peu comme à Paris, du même ordre que Paris. Là, on est à plus 1,9% en rythme annuel, avec un prix donc, qui se positionnerait à 5 020 € le mètre carré, donc en légère hausse, en tous les cas, d'après nos indicateurs avancés. Grande homogénéité, hein. Un 8, un 9, un 9, on est absolument on dans a la des même marchés zone. qui sont à peu près effectivement équivalents pour les départements. Alors en revanche, sur le slide suivant que nous allons regarder ensemble, on peut en prendre connaissance. Là, c'est par commune, hein, vous les connaissez maintenant nos slides, donc c'est l'évolution, le prix standardisé des appartements anciens par commune en petite couronne. Là, c'est plus hétérogène, puisque par exemple à Neuilly, on a une hausse de 4,9%, Vincennes également une hausse de 3,8%. En revanche, on a des baisses qui peuvent être assez significatives, par exemple en Seine-Saint-Denis, sur la commune de Saint-Denis, 5,5% de baisse, c'est un peu plus hétérogène. Voilà. En termes d'évolution, en termes de prix des maisons, alors là, on a une baisse annuelle de 1,5%. Donc là, le marché qui est légèrement en baisse en matière de prix. La baisse, là aussi, elle est assez comparable en petite couronne dans les différents départements. Vous voyez, 1,9, 1,8, 0,9 de baisse. Donc les prix pour les maisons anciennes, en petite couronne, on se positionne au deuxième trimestre 2025 à 384 600 €, comme vous pouvez le voir, avec 634 400 € pour les Hauts-de-Seine, 290 600 € pour la Seine-Saint-Denis, enfin pour le Val-de-Marne, 383 900 €. Donc un marché assez homogène sur l'évolution des prix. Alors pour l'évolution future maintenant, là aussi, comme pour les appartements et comme pour Paris, on a une évolution prévisible. En tous les cas, on pourrait s'attendre à une hausse de l'ordre de 1,9% et des prix qui devraient se positionner pour la petite couronne, pour les maisons, à 399 800 €. Donc une légère hausse qui est prévue par nos indicateurs avancés basés sur les avant-contrats, comme vous le savez. Voilà. Enfin, prix standardisé, là nous étions aux appartements, maintenant nous sommes aux maisons. Donc là aussi une assez grande disparité en petite couronne. C'est toujours un exercice qui est plus de différenciation, plus d'hétérogénéité entre les communes. Par exemple, Clamart, on est sur une hausse de plus de 11%, Fontenay sur une baisse de 10%, avec donc un marché, comme vous pouvez le voir, qui est fluctuant en fonction des communes. Mais sur les départements, on a quelque chose de plus homogène. Voilà, donc j'ai été ravi de présenter ces chiffres aujourd'hui. Je cède maintenant la parole à Frédéric qui va nous parler de la Grande Couronne. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous, merci Charles. Quant à moi, je vais tenter de vous présenter les chiffres de la Grande Couronne pour le deuxième trimestre de cette année. Et on va commencer par les volumes de vente des appartements au deuxième trimestre, qui, comme vous le voyez, progressent très bien, de plus de 7%, si l'on se réfère à l'année dernière, en 2024, au même trimestre de 2024. Alors, il faut quand même relativiser un petit peu cette performance, puisque si on regarde sur la période de 2023, eh ben, on est encore à moins 14, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. La Seine-et-Marne connaît la meilleure progression des volumes de vente sur un an, avec plus 12%. Les Yvelines et le Val d'Oise augmentent de 8% et l'Essonne seulement de 3%. Après les appartements, observons les maisons en grande couronne. Le marché connaît un regain d'activité là aussi, mais encore plus fort, puisque c'est la meilleure progression de toute l'Île-de-France, avec une augmentation de 14% par rapport à 2024, mais là encore, on est toujours en recul de 9% par rapport à 2023.
Il me semble que pour le coup, c'est le chiffre à retenir. Il fait bon vivre chez toi parce que la maison en grande couronne, c'est quand même celle qui nous redonne du baume au cœur. Et même si comparativement à 2 années antérieures, on est évidemment dans le rouge, on l'est un peu moins que sur d'autres secteurs. Et effectivement, il fait bon vivre chez moi, puisque dans l'Essonne, mon département, on progresse 16%. Bon, relativisons, puisque si on se rappelle des écrans précédents, on est à peine au-dessus de la moitié des chiffres de 2020-2021. Donc ça veut dire qu'on est encore en très très fort recul. Les Yvelines et l'Essonne, je vous le disais, connaissent les plus fortes progressions avec plus 16%, et la Seine-et-Marne plus 12% et le Val d'Oise plus 11%. Après les volumes de vente, eh bien, les prix, comment évoluent les prix face à cette augmentation des volumes, augmentation, on l'a vu, relative. Si j'osais, on est encore dans la saison, tiens, on va faire la météo des plages, je vous dirais que la mer est belle à peu agitée, drapeau vert, puisque la variation n'est que de moins 0,4%. Cette stabilisation est quand même plutôt une bonne nouvelle, puisque ça pourrait marquer la fin de la baisse qui avait commencé en 2022. La reprise des volumes, dont on vient de parler précédemment, si l'on en croit les indicateurs des avant-contrats, pourrait même prévoir une augmentation des prix à partir du mois d'octobre, comme mes confrères l'indiquaient précédemment. Puisqu'on voit que les prix pourrait varier de 2,5%, enfin pourrait monter de 2,5% sur un an en octobre prochain. La Seine-et-Marne pourrait connaître la meilleure progression avec 3,9%, les Yvelines plus 0,8%, l'Essonne 3,3% et le Val d'Oise 3,8%. Bon, ce sont des chiffres qui restent quand même à confirmer dans un semestre. Alors, exercice toujours difficile, puisque je vais garder la météo des plages, et là je vais vous dire qu'il y a des microclimats qui sont toujours très compliqués à expliquer, comme pour la météo, puisqu'on a une très forte disparité dans l'Essonne sur les prix des appartements, dans la Grande Couronne, pardon, dans les prix des appartements, puisque Versailles recule de 7,3%, alors que Massy, dans l'Essonne, progresse de 9,6%. Bon, voilà, je vous laisse découvrir les autres chiffres, mais qui, encore une fois, ne sont pas forcément révélateurs d'un mouvement stable et profond. Si l'on regarde maintenant les maisons en grande couronne, on l'a dit, c'est la star du trimestre, hein. La maison en grande couronne qui retrouve des couleurs. Comme les appartements, elles voient également leur prix stagner sur un an, moins 0,5% au deuxième trimestre. Donc ça veut dire que l'augmentation des volumes, en tout cas au deuxième trimestre, n'a pas conduit à une augmentation des prix au même moment, mais ça c'est un phénomène qui est assez habituel, puisqu'il faut que les volumes remontent pour que les prix ensuite suivent la même évolution. Puisque si l'on regarde les indicateurs pour octobre 2025, les avant-contrats que nous avons dans les placards, il y aurait une augmentation de plus 3,4%, qui serait la meilleure progression de l'Île-de-France. Et là encore, ça serait un signe de reprise après la baisse qui s'était entamée en fin 2022. Alors toujours microclimat des maisons en grande couronne, toujours de grandes disparités, mais on fait un peu exprès de vous présenter les extrêmes à chaque fois. Ponto-Combo, Sartrouville progresse de 10%, alors que Houille et Draveil baissent respectivement de 5,6% et de 4,6%. Voilà, toujours des grandes disparités locales. Et ma ville, Sainte-Geneviève-des-Bois, qui perdrait 1,1%. Oui, comme le disaient mes confrères, c'est très compliqué pour nous de se rendre compte, puisqu'on ne vend jamais 2 fois le même bien à quelques mois d'intervalle. Et la tendance générale est quand même difficile à sentir sur les prix. En conclusion, on l'a noté depuis un peu plus d'un an, la baisse des taux d'intérêt conjuguée à une baisse des prix enclenchée depuis 2 ans, semble avoir permis au marché de retrouver, en tout cas en grande couronne, un certain équilibre au deuxième trimestre, puisque, on l'a vu, il y a une nette reprise des volumes et qui pourrait se traduire dans les semaines qui viennent par une légère augmentation des prix. Bon,
tout ça reste encore très fragile parce que c'est une petite flamme d'espoir vacillante qui quand même reste à la merci de l'évolution des taux d'intérêt bancaires. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre un cierge. Merci Frédéric. Eh bien, merci pour la transition. En parlant de taux d'intérêt, on va étudier sur un petit focus l'augmentation de la mensualité ou pas, ou la réduction ou pas de la surface, bref, la solvabilité des acquéreurs franciliens. Au cours de chaque conférence de presse, on se permet de reprendre ce petit tableau qu'on a étudié depuis un petit moment. Alors, on va voir du bleu, donc on va s'arrêter aux chiffres de 2023, enfin, on va comparer nos chiffres à ceux de 2023 plutôt que ceux de 2022. Mais toujours est-il que le marché reste à la faveur de l'acquéreur, vous l'avez bien compris, c'est lui qui mène le tempo. Et évidemment, sa solvabilité est déterminante pour une prise de décision à acquérir. Pas que, on a expliqué quelques facteurs qui pouvaient aussi y contribuer ou pas. Compte tenu donc des évolutions actuelles des prix, cette solvabilité de l'emprunteur reste déterminante, c'est vrai, pour envisager la reprise de l'activité, mais c'est surtout son banquier qui va plutôt nous aider ou pas. Aujourd'hui, par rapport à août ou septembre 2023, quand vous voyez l'évolution, la solvabilité était la plus dégradée en cette période-là. La mensualité aujourd'hui a diminué de 6,9% pour les appartements et de 7,3% pour les maisons, ce qui permettrait d'acheter 6,3 mètres carrés de plus pour les appartements et 4 mètres carrés de plus pour les maisons. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais je m'interdis de comparer à une année plus tôt. Malheureusement, tout prête à penser que le contexte géopolitique dans lequel nous nous trouvons risque de rehausser le taux directeur et que les banques vont donc augmenter leur taux d'intérêt pour s'aligner. Et là, on risque de gripper notre petit circuit qui risque de s'en trouver impacté. Encore une fois, on a parlé dans nos propos introductifs des difficultés à se loger. Un autre élément ralentisseur qui vient s'ajouter aux difficultés contextuelles et qui viendrait non pas présager quelque chose de bon, mais ralentir et gratiner, pour être gentil, ce marché immobilier francilien qui a déjà été bien dégradé en volume, on l'a dit, quand on compare 2 années auparavant. Reste un rêve francilien, faire construire sa maison à partir de l'acquisition d'un terrain à construire. Est-ce que ce rêve est accessible ? La note étant plutôt dégradée également sur ce chemin-là, puisqu'il semblerait que ce rêve soit inaccessible. On a 2000 terrains qui ont été vendus en Île-de-France en 2024 en vue de construire une maison. 2000, c'est pas beaucoup. C'est 39% de moins qu'en 2023, mais c'est surtout le chiffre le plus bas depuis 20 ans. Alors, cette tendance sur ce marché est en baisse, mais pourquoi ? Parce que, d'abord, ce secteur a connu des soubresauts. L'effet Covid a forcément démultiplié cette envie et a permis, grâce à des taux d'intérêt faibles, encore une fois, de permettre à ce rêve de se concrétiser. Dès lors que le foncier devient plus cher et que d'autres éléments viennent s'y ajouter, fatalement, les soubresauts sont impactés. Alors, qu'est-ce qui a impacté ce marché ? On peut voir 4 explications. D'abord, la lourdeur administrative des décisions, des autorisations à construire qui sont nécessaires à obtenir. Trop long, trop compliqué. Et puis, dans une perspective d'élection, il est certain, on l'a dit en introduction, que les permis de construire ne sont pas, en tout cas, instruits avec une très grande diligence. Deuxième facteur, le prix élevé du foncier, alors qu'il reste tout à construire. Donc, une difficulté financière en matière de trésorerie. Le coût du matériau, ça on l'avait sensibilisé dès l'impact de la guerre en Ukraine, pardon de le dire, mais le coût du matériau pour construire a été revu à la hausse. 3e facteur. Et puis 4e facteur, une volonté politique de reconstruire l'existant avec les ZAN. À ce propos, nous aurons comme invité au Club notarial de l'immobilier la personne à même de nous parler de ce marché et donc des perspectives. Est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort ? Restez avec nous, en tout cas à 11h. On aura un interlocuteur de qualité pour nous parler justement de cet impact maison à construire sur les terrains en Île-de-France. Donc en 2024, comme vous le voyez, ce sont 2000 terrains vendus pour construire contre 7000 en 2004. Pour près de 500 mètres carrés de surface médiane de terrain. 90% des ventes ont eu lieu en grande couronne pour un prix médian de 135 000 € sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et sans surprise, le candidat acquéreur vieillit.
Il était âgé de 37 ans en 2004. Aujourd'hui, en tout cas en 2024, il est âgé de 41 ans et il est doté d'une situation financière plus assise, donc avec une étude du dossier de crédit un peu plus facilitée. En conclusion, si ces volumes de transactions de logements anciens en Île-de-France ont plus ou moins progressé, il faut retenir de cette conférence de presse que ces chiffres sont à mettre en lumière avec ceux passés, autrement dit avec un niveau très faible de transactions. Donc on ne peut pas dire, selon ce qu'on avait pu entendre, que le premier trimestre annonçait une reprise du marché immobilier. Comme on vous l'a expliqué, la réponse n'est pas aussi affirmative. Et malheureusement, non. Deuxième facteur, l'acteur moteur de cette progression est spécifique à ce trimestre, peut-être, a été la fiscalité. La fiscalité qui est devenue plus contraignante dès le 1er mai 2025 sur l'ensemble, enfin sur une grande partie des départements Île-de-France, et donc les opérations qui ont été accélérées pour se concrétiser en amont et non pas attendre les fameux 3 mois, enfin habituellement de 3 mois, entre un délai de promesse de vente et une vente, tout ça pour éviter l'application de 0,5% de taxes supplémentaires en matière de taxes départementales. Donc face à ce marché à l'accession fragile, il convient de demeurer prudent dans les annonces, encore une fois, faites de reprise ou de forte hausse de prix. On vous a montré par les chiffres, je ne crois pas qu'on puisse l'affirmer. Bien au contraire, si le taux d'intérêt consenti aux particuliers est revu à la hausse, nous craignons tous autour de cette table que le marché s'en trouve une nouvelle fois endommagé, non seulement pour des familles qui souhaitent acheter en tant qu'utilisateurs, mais également pour le bailleur privé, qu'on a un peu négligé, voire beaucoup négligé, qui peut louer une petite surface pour permettre de loger une famille, un étudiant, un membre de sa famille, ou même pour pouvoir percevoir un complément de revenus. Voilà sur ces bonnes notes. Prochaine conférence de presse sur l'immobilier, elle se tiendra le 20 novembre prochain. Avec une confirmation, une affirmation de ces évolutions de prix à octobre. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, à 11h, le Club notarial de l'immobilier se tiendra en présence de Michel Gomez, qui est président du pôle Habitat Île-de-France, de FFB. Je vous remercie de votre attention et place aux questions. Si on en a. Pas de questions. Si on en a. Marché flat, question flat. À Ponto-Combo et Sartrouville, on est à plus 10%. Comment ça se fait? Est-ce que c'est lié à des volumes très faibles? C'est inexplicable. Enfin, il y a pas des... Je vous l'ai dit tout à l'heure avec un trait d'humour, mais c'est du microclimat. Donc aujourd'hui, c'est plus 10, demain, c'est moins 5. Si vous reprenez les conférences de presse passées, on a des évolutions qui sont un peu erratiques et voire complètement contradictoires d'un trimestre à l'autre. Effectivement, il suffit qu'on ait vendu plus de petites maisons et on va avoir une baisse des prix, ou qu'on ait vendu au contraire une très jolie maison très chère et on va avoir plus 12. Donc comme c'est toujours des volumes qui sont très réduits sur une ville, le moindre exemple un peu qui sort un peu de l'ordinaire dans un sens ou dans un autre va faire évoluer de manière significative, sans pour autant que ça révèle un mouvement de fond réel. Et justement, en termes de mouvement de fond, parce que vous disiez quand même, voilà, la maison en grande couronne, c'est un peu la star du trimestre, ça remet un petit peu de baume au cœur. C'est vrai qu'après le post-Covid, où elle avait été une star, elle était retombée. Depuis le post-Covid, c'était fini. C'était oui. Plus la star. Et comment, là, justement, sur ce trimestre, on explique que ça va mieux pour la maison en grande couronne? C'est aussi relaté au niveau national, si je peux me permettre, parce que si vous comparez Paris, au niveau des volumes, Charles vous l'a dit, c'est quand même Paris qui est le plus impacté. Et on a tendance à dire que Paris donne la note pour l'ensemble du territoire national. Quand on regarde les chiffres sur l'ensemble du territoire national, ce n'est pas forcément le cas. À titre de ressenti des confrères, par exemple, sur le 9, nos confrères non franciliens ont pu constater que eux, bon, alors évidemment, on ne va pas multiplier les chiffres par 2, mais par exemple, sur le 9, ça continue à construire. Charles, toi, tu as pu nous dire que tu avais quand même quelques programmes dans le Val-de-Marne. Donc, peut-être que la grande couronne est plus assimilée à l'ensemble du territoire national et oui, la maison reste encore
À la province. Il y a peut-être aussi une explication de report, parce que depuis la fin du Covid, qui avait connu une envolée extraordinaire, elle avait été la première à dégringoler avec la remontée des taux. Et elle avait fortement baissé. Et peut-être y a-t-il un effet rattrapage à la faveur de la baisse des taux qui était intervenue en fin d'année, fin d'année 2024, début d'année 2025, probablement. Et puis je dirais aussi qu'un élément de réponse, il peut être le suivant. Les ménages ont des budgets contraints. Les revenus des Français ont été obérés en partie par l'inflation. Et une maison en grande couronne vaut moins cher, coûte moins cher qu'une maison en petite couronne. Alors, si nos clients ont des budgets plus restreints, plus contenus, eh ben, ils peuvent aussi se reporter vers des budgets avec des maisons tout simplement moins chères. Ça peut être une analyse également de ce regain de grande couronne. Les clients ont envie d'acheter, mais ils achètent ce qu'ils peuvent acheter, malheureusement, et donc ce n'est pas forcément les biens les plus chers, ça peut être les biens les plus abordables. C'est peut-être un élément de réponse, cher madame. Ce qui avait historiquement pénalisé la maison, qui est le rêve de tout le monde, la maison en grande couronne, parce que grand terrain, etc., verdure, qualité de vie, ce qui l'a pénalisé avant le Covid, c'était le trajet pour aller au travail. À partir du confinement, télétravail qui a continué après. Et c'est ce qui a favorisé et permis le boom qu'on a connu. D'abord l'envie de sortir de son appartement et de son balcon, et la possibilité de le faire parce que on quittait Paris ou la première couronne avec un appartement à 500 000 et on avait une très jolie maison en grande couronne. Tout ça s'était un peu calmé avec la remontée des taux, et peut-être que c'est en train de revenir, et j'en serai le premier avis. Il y a une question d'un de vos confrères qui porte sur l'appétence des investisseurs étrangers. De quelle nationalité sont-ils et sur quel type d'actifs? Alors, je pense que la question est double, chacun son tour. Charles, tu nous as parlé de Paris et Petite Couronne. Est-ce que tu peux répondre sur cette présence étrangère et notamment peut-être en termes de pourcentage et nationalité? Et puis, Frédéric, sur la Grande Couronne, est-ce qu'il y a un changement du type de nationalité acquéreur étrangère? Alors, sur les pourcentages, c'est-à-dire sur les chiffres en tant que tels, je les ai devant les yeux. On a une évolution qui est quand même significative, puisqu'à Paris, en moyenne, en 2016, on avait 8,1% d'étrangers qui étaient acquéreurs. Aujourd'hui, en 2024, on est à 11,9%. Donc c'est une hausse qui est tout à fait significative et qui se retrouve dans à peu près tous les arrondissements. Peut-être un peu moins dans les arrondissements, on va dire 17, 18, 19, 20, mais une hausse qui est significative. En petite couronne, on a une hausse également, puisqu'on passe de 9,8% en 2016 à 11,6% en 2024. Et en grande couronne, on passe de 7,5% à 12,1%. Donc une hausse en proportion des étrangers qui est encore plus significative en grande couronne. Voilà. Donc ça, c'est sur les chiffres, sur la proportion. Sur les nationalités, alors c'est toujours évidemment délicat. C'est pas les mêmes nationalités dans le 8e arrondissement à Paris ou dans le 6e où tu exerces. On va peut-être voir, tu le sais mieux que nous, mais on verra peut-être des clients, je dirais, italiens ou des clients éventuellement américains qui peuvent se porter acquéreurs de produits de luxe. Dans petite couronne, en grande couronne, on peut avoir des clients qui peuvent être de nationalité portugaise, éventuellement, de nationalité asiatique également, c'est-à-dire de nationalité chinoise aussi. Nous, par exemple, à Saint-Maur, c'est vrai qu'on a une communauté portugaise importante depuis longtemps. On a aussi des clients roumains en proportion relativement importante. Donc, ça dépend des secteurs. Et on peut avoir aussi ce qu'on peut noter toujours sur les étrangers. Et ça, pour le coup, c'est vrai à Paris ou en petite couronne, en grande couronne, c'est qu'on a aussi un effet secteur. C'est-à-dire qu'on a des secteurs où des étrangers ont une appétence particulière et on a beaucoup d'étrangers d'une certaine nationalité dans certains secteurs. Et ça, on le retrouve un peu partout. Voilà. Et juste avant que je te cède la parole, Frédéric, sur le pourcentage, en effet, impactant sur Paris, tu parlais de quartier et d'arrondissement. Notons que 25,6%, c'est le taux de présence étrangère dans le 7e et dans le 8e arrondissement, et dans le 7e, 22%. Donc c'est quand même une présence très forte de la clientèle étrangère sur des quartiers très chers. Donc on peut parler de marché de luxe, c'est un peu particulier quand même. Après, je ne sais pas si on différencie l'étranger résident et non résident. Parce qu'en grande couronne, l'étranger est résident. Il n'y a pas de tourisme.
Il n'y a pas d'investisseur italien qui vient prendre son pied-à-terre parisien à Sainte-Geneviève-des-Bois, ce qui est dommage d'ailleurs, c'est très joli. Donc c'est essentiellement de l'étranger résident que je peux croiser. Et oui, comme Charles, j'ai les mêmes constats sur les nationalités, avec une poussée du Moldave. C'est assez amusant et qui est une très bonne clientèle d'ailleurs, parce qu'ils sont très sérieux, ils ont des financements très assurés et ils travaillent en général dans le bâtiment et ils s'installent volontiers en France à la faveur de l'ouverture de leur... Parce qu'ils ont la double nationalité moldave et roumaine et donc ils ont accès à l'espace européen par ce biais-là. Et ils viennent assez fréquemment. Petite note toujours de ressenti concret, on va dire ça comme ça. La petite différenciation qu'on puisse noter, c'est que cette clientèle étrangère, et je suis désolée, je reviens à Paris, on va dire haut de gamme, elle négocie maintenant. Elle négocie, ou en tout cas elle regarde davantage, ce qui expliquerait aussi, comme vous l'avez vu, les arrondissements, on va dire, recherchés de la clientèle étrangère, avec une moins-value enregistrée, ce qui n'est pas très très fréquent, soit dit en passant. Mais vous voyez qu'on a des prix moyens qui sont, on a des prix qui sont en dessous de 14 000 € le mètre carré, et avec une zone rosée ou rouge. La clientèle étrangère n'achète pas n'importe quoi et n'importe où. C'est une petite nouveauté. Ils sont plus regardants, ils sont plus exigeants, et donc les dossiers sont plus longs et compliqués à sortir. Mais là, c'est pas qu'au niveau étranger. D'autres questions peut-être? Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, courage à tous avec cette prévision géopolitique un peu compliquée de circonstances. Et rendez-vous le 20 novembre prochain pour la prochaine conférence de presse. Au revoir.